Avant toute chose, oui, la qualité d'image est différente de d'habitude, la raison est simple, l'enregistrement de base de cette vidéo était inutilisable. Et donc là j'enregistre, il fait nuit. Voilà. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé d'un jeu vidéo, et comme j'aime un peu trop varier les plaisirs, on va en parler ce soir. Enfin ce soir. Aujourd'hui du coup. Depuis le temps, je pense que vous avez compris comment fonctionne mon travail. Si quelque chose me plaît suffisamment, il y aura une vidéo dessus. Est-ce que le jeu dont je vais parler aujourd'hui m'a passionné? Laissez-moi 2 minutes, je vais vous dire ça très vite. Si je ne me trompe pas, j'ai commencé à jouer vers début janvier. À l'heure où je fais cette vidéo, on est fin février et je suis presque à 200 heures de jeu. C'est pas compliqué, mon temps libre, si je ne suis pas en train de lire, ou si je suis pas en train de faire autre chose, genre des courses ou autre, je suis en train de jouer à ce jeu, tout simplement. Bon, c'est le moment des présentations. Bienvenue dans Limbus Company, un jeu du studio indépendant Project Moon. Et avant qu'on se penche sur Limbus, je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait avant, parce que oui, ça a une utilité et c'est très important. Project Moon, ils ont fait 2 jeux avant Limbus Company. Les 2 jeux, c'est respectivement Lobotomy Corporation et Library of Ruina. Le studio est relativement jeune, 2016, donc c'est pas étonnant qu'il y ait au final peu de jeux à leur actif. Il faut aussi préciser qu'ils ont créé 2 webcomics et un web novel. Et j'ai pas joué aux jeux précédents parce que, déjà, j'y ai pas joué, et aussi apparemment, ils sont horriblement durs. Mais je vous fais quand même un petit schéma d'à quoi ressemble le lore, car oui, tous les jeux et tous les médias de Project Moon sont liés entre eux. On commence avec Lobotomy Corporation, qui a de côté Wonder Lab, qui n'est plus canon à l'univers depuis 2023. C'est sur la demande du créateur et de l'écrivain, donc même il me semble que c'est une auteure, mais je suis plus sûr. Après Lobotomy, vous avez Library of Ruina, qui de son côté a Léviathan et Distortion Detective, qui y sont liés. Et enfin, nous, on est là avec Limbus Company. Pourquoi j'ai joué à Limbus Company avant les autres? Il y a plusieurs raisons. La première et la plus simple, le jeu est gratuit. Voilà, les autres sont payants, Limbus est gratuit. Deuxièmement, Limbus est relativement plus accessible niveau gameplay. C'est pas facile pour autant, mais c'est plus accessible. Et la troisième, c'est que même si le lore est global et commun, vous pouvez quand même comprendre l'histoire de Limbus Company, donc c'est pas spécialement dérangeant. L'histoire et le lore, parlons-en. On joue Dante. Oui, c'est une référence à Dante Alighieri. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça a son importance. Dante voit sa tête être remplacée par une horloge. Il est mis à la tête de 12 personnages, qu'on appelle les Sinners, qui reviennent à la vie quand il remonte son horloge. Ils vont avoir globalement un taf de bonne à tout faire dans la mystérieuse entreprise Limbus Company. Notre objectif principal étant de récupérer des branches d'or, où on sait pas trop à quoi elles servent. Rien qu'à la manière dont je vous ai expliqué les grandes lignes de l'histoire, vous vous doutez de quel genre de jeu c'est. Très cryptique. C'est le genre de jeu qui va vous poser plus de questions, qui va vous apporter des réponses. Entre les clins d'œil aux anciens jeux, des références assumées à 100%, l'histoire qui est vraiment plutôt cryptique et qui est pas non plus la plus facile à suivre quand il s'agit du lore en général, c'est pas le jeu le plus simple à comprendre. Disons qu'il faut s'accrocher. Alors dit comme ça, on n'a absolument pas envie de tenter le jeu, très clairement, mais je vais vous donner un argument dès le début. C'est beau. Alors c'est un art style qui est très particulier, mélange de peinture / délire crayonné, un petit peu d'inspiration manhwa et manga en même temps, ça vaut son coup d'œil. Project Moon a, je trouve, toujours des représentations et des manières de montrer les choses assez organiques et artificielles, et c'est vraiment un monde à part, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Je ne l'ai pas encore précisé, mais le système de jeu est assez simple. C'est un combat en tour par tour où vous avez des coin flips. À chaque fois que vous allez faire une action, il va y avoir une pièce qui va être jetée. Passe, ça marche, pile, c'est raté. Pour le format de l'histoire, il y a quelques cinématiques, mais le plus gros du jeu se fait sous un délire plutôt visual novel. Le fonctionnement de l'histoire n'est pas spécialement très compliqué, chaque chapitre s'intéresse à un des Sinners que vous avez sous vos ordres, avec, à la fin, la branche dorée ou non. On l'a pas nécessairement à chaque fin de donjon. Vous avez des intervalles entre chaque chapitre principaux, au fur et à mesure, vous pouvez espérer peut-être avoir des réponses à vos questions, ou, le cas échéant, beaucoup plus de questions. Ça, je voulais pas préciser, mais Limbus Company, c'est un gacha. Et vous êtes tous en train de partir en courant, et vous avez raison. Parce que, honnêtement, vu ce qu'on a en temps normal, ça vaut totalement le coup de fuir. Mais Limbus Company, c'est un gacha qui est un peu particulier. Vous voyez, c'est ce genre de gacha super sympa où tu peux avoir n'importe quoi, n'importe quand, à condition que tu farmes un petit peu. T'as raté l'unité méta du jeu, c'est pas grave, tu peux la crafter avec les fragments de personnages que t'as eu. C'est plutôt sympa. Tu peux le faire pour les ultis aussi, y a pas de problème. Tu veux un perso Walpurgis? Détends-toi. Calme-toi, t'es vraiment pas chez toi ici par contre. Oui, alors les unités les plus méta, celle de la bannière Walpurgis, c'est un cas un petit peu à part. En fait, la bannière est disponible une fois tous les 3 mois, et le craft aussi. C'est-à-dire que en fait, vous avez 2 semaines tous les 3 mois où vous pouvez créer les personnages et les poules, sinon c'est pas la peine, c'est mort, vous devez juste attendre.
prenez votre mal en patience. Mais vous pouvez les fabriquer quand même, il n'y a pas besoin de payer. Mais bon voilà, juste eux, faut faire un peu gaffe, c'est un cas particulier. Honnêtement, les gachas, j'en ai bouffé pas mal, et si on devait faire une liste des plus permissifs vis-à-vis de ce qu'on vous donne et de ce que vous pouvez faire en free-to-play, Limbus Company est vers les hauts du classement. Et en même temps, vu la difficulté du jeu parfois, ouais, c'est peut-être mieux de pouvoir farmer ces personnages. Sachez que chaque chapitre, ou presque, à la fin, vous avez un donjon à faire. Le donjon, ça varie, entre 1 et 3 heures environ, je dirais. Ça prend quand même un peu de temps. Le dernier donjon en date, j'y ai passé 10 heures. C'est pas compliqué, j'ai 3-4 heures grand max pour faire le donjon. Le boss final, j'ai bloqué 6 heures dessus. Voilà. Ça se voit sans doute, mais j'ai encore le seum. Pour en revenir au jeu en lui-même, parce que je suis pas critique de jeux vidéo, si le gameplay vous plaît ou non, ça vous regarde, je vais pas vous en parler plus. En général, vous avez l'habitude, je préfère très clairement parler des histoires et des lores. Et là, vous avez de quoi faire. Question rhétorique, vous savez ce que j'aime bien? La littérature. Vous savez ce que c'est le truc dont le jeu parle tout le temps et fait référence tout le temps? La littérature. Ça va être long, mais je vais vous présenter les 12 Sinners, et vous allez comprendre très vite pourquoi je vous dis que si vous aimez la littérature, le jeu va vous parler. On va faire les choses dans l'ordre. Sinner numéro 1, Yi Sang, aka l'auteur coréen Yi Sang, écrivain du roman Les Ailes. Sinner numéro 2, Faust, personnage du roman de Goethe. Sinner numéro 3, Don Quichotte du roman éponyme de Cervantes, c'est pas Don Quichotte de One Piece. Sinner numéro 4, Ryoshu des figures infernales d'Akutagawa. Il n'y a pas de Ryoshu dans le livre, mais il y a un seul personnage féminin, donc on se doute que c'est elle. Sinner numéro 5, Meursault, personnage principal de L'étranger d'Albert Camus. Sinner numéro 6, Onglou, qui est un jeu de caractère. Son vrai nom c'est Jia Baoyu, du rêve dans le pavillon rouge. Sinner numéro 7, Heathcliff, personnage des Hauts de Hurlevent de Emily Brontë. Sinner numéro 8, narrateur et personnage du roman Moby Dick de Herman Melville. Sinner numéro 9, Rodion, personnage de Crime et Châtiment de Dostoïevski. Sinner numéro 10, nous, Dante, aka Dante Alighieri, bon voilà, la Divine Comédie. Sinner numéro 11, Émile Sinclair, personnage principal de Demian, roman de Hermann Hesse. Sinner numéro 12, Outis, aka personne en grec. Oui, c'est le nom que Utis donne au Cyclope. Vous avez la référence. Sinner numéro 13, Grégor Samsa, protagoniste de la métamorphose de Franz Kafka. Me demandez pas des trucs sur les chiffres, ce qu'ils veulent dire ou autre, j'en sais rien. Je sais pas du tout s'ils veulent dire quelque chose. Mais retenez juste un truc qui est important, c'est pas les seules références littéraires que vous verrez. Vous avez un guide et un autre mec qui bosse avec vous, c'est Vergilius, qui est un personnage de la Divine Comédie. Vous avez des références tout au long du jeu, que ça soit Sherlock Holmes, que ça soit même littéralement Le Petit Prince, il y a même certaines références à 1984 et à George Orwell en général. Et je pense que nous sommes tous d'accord sur quelque chose, mettre des noms de personnages de la littérature, ça ne suffit pas à faire une histoire intéressante. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse, vous savez très bien que je partage cet avis. Les noms, c'est bien beau, mais il faut qu'ils servent à quelque chose. Et rassurez-vous, c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier le jeu. En fait, j'ai même tellement apprécié le jeu que... comment dire? Vous voyez tous ces bouquins là? Hein, vous les voyez? Bah ça c'est qu'une petite partie de tous les bouquins que le jeu m'a fait acheter ou reprendre dans ma cave pour les lire. J'ai pas encore lu toute la pile là, mais j'en ai lu une partie quand même. Oui, j'ai lu certains livres associés aux personnages. Là notamment, il y a eu La Métamorphose, Hermann Hesse, Demian, etc. Ceux-là, je les ai lus récemment. Moby Dick et Crime et Châtiment, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est 800 à 900 pages. Le Rêve dans le Pavillon Rouge, c'est 3500, c'est même pas la peine. Regardez le roman, il est à 150 balles. Hein. Lui, je me le réserve pour la fin, je pense. C'est assez simple, Limbus Company, ça a juste accentué la passion que j'avais pour la littérature à la base. J'étais pas grand lecteur, mais maintenant je passe ma vie à faire ça. En réalité, un des grands plaisirs une fois que tu as lu les œuvres d'origine, c'est de les comparer au jeu. Et honnêtement, le jeu fait un excellent travail d'adaptation. La plupart de l'histoire est une grande critique du capitalisme et de l'hyperproductivisme, et c'est pas étonnant, c'est un thème qui est très cher à Project Moon. On parle des dérèglements que ça crée, autant au niveau économique que social. Chaque chapitre et chaque personnage verra son histoire, celle du livre qui est associée, mais revue d'une manière inédite et différente, avec un œil un peu plus contemporain. Je vais vous prendre l'exemple du 3e chapitre, parce que c'est pas un spoil qui est infâme non plus, c'est le début de l'histoire, donc c'est plus pratique. Ce chapitre, il est inspiré du livre Demian de Hermann Hesse que j'ai cité un petit peu plus haut. Et que j'ai cité dans une autre vidéo aussi. Déjà, le chapitre s'inspire du tout début du roman. Il s'inspire énormément et il utilise le personnage de Cromer comme le méchant principal du chapitre. Sauf que Cromer dans le livre d'origine, vous ne le voyez qu'au début du livre. C'est tout. On garde quand même l'importance du personnage de Demian, l'histoire de la marque de Cain, le rapport à la Première Guerre mondiale, le concept de l'œuf, du monde, de la destruction de ce dernier et le concept des nouveaux dieux et des nouvelles croyances. Mais sinon, ça reste quand même très différent du livre de base. Dans le livre de base, il n'y a pas d'histoire de montagne de cadavres, hein, par exemple. Dites-vous pourtant que le chapitre 3, c'est peut-être un des moins bons du jeu. C'est dire ce qui peut vous attendre par la suite, surtout les passages plus aboutis. Honnêtement, à mes yeux, c'est à partir du chapitre 4 qu'on voit vraiment ce dont le jeu est capable. C'est là où tu commences vraiment à voir
ce qu'il y a d'intéressant. Sincèrement, à partir du chapitre 3, il y aurait littéralement moyen que je fasse une vidéo d'analyse par chapitre, et pas une vidéo d'analyse spécialement courte en plus de ça. Et ça, c'est sans compter les nombres de théories liées au lore, la vraie identité de notre personnage, l'intérêt du voyage qu'on entreprend, qu'est-ce que c'est que les branches d'or même tout simplement, qui sont les deux factions qui gravitent autour de nous, même l'Imbus Company, c'est quoi cette entreprise? Il y a énormément de questions. C'est un vrai terrier de lapin, il y a énormément de trucs à découvrir. Petit bonus, chaque chapitre parlera d'un thème différent. La dépression et les expériences sur les humains, la misère et la révolution, les cultes et le transhumanisme, la créativité et ses conséquences sur le monde, le cercle de la haine, les amours impossibles, les rêves brisés, et on attend la suite maintenant. Et pourtant, on est à peu près qu'à la moitié du jeu, je dirais. Oui, parce qu'on est beaucoup à penser que les 2 premiers chapitres, les moins aboutis du coup, auront des suites et plus d'éléments. Sachant qu'il y a encore beaucoup d'événements et de révélations à venir, on est loin d'avoir fini le jeu. Je vais juste conclure avec une note un peu plus négative parce que rien n'est parfait. Malgré les messages finaux très positifs à chaque fin de chapitre, ça reste une œuvre très edgy quand même. C'est très Bresson, c'est très dark, c'est très le méchant, très méchant, quoi. Il y a des antagonistes qui sont super clichés et pas intéressants, vraiment. Je me plaignais du cliché psycho, ils nous l'ont servi 3 fois hein, dans le jeu déjà. Il y a des chapitres avec une gestion du temps et un rythme narratif qui sont vraiment pas fous non plus, des gestions parfois hasardeuses. Même si j'adore l'univers et les personnages, il y a des bémols, c'est obligé. Je vais pas les citer ici pour éviter de spoiler, mais si vous jouez, vous comprendrez naturellement de quoi je parle. Un des autres petits soucis aussi, c'est que des fois, il y a tendance, certains personnages, même après leur chapitre, ils évoluent pas vraiment, ils restent un peu pareils, et je trouve ça un peu dommage. Bref, tentez-vous au jeu, ça vaut quand même le coup. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.